tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Citron en partenariat aujourd'hui avec trois entreprises, avec Wattsense, Schneider Electric et WIT. Je vois que le compteur s'affole, on est déjà près d'une centaine à être connectés aujourd'hui pour ce webinaire dédié au décret Bax. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la réelle sanction liée à cette nouvelle obligation réglementaire? Et je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes, comme je vois que le compteur monte très très vite, avant de lancer ce webinaire. On est déjà plus de 150 à être connectés. Faut pas que je vous imagine tous ensemble dans une pièce, sinon ça va pas m'aider à avoir un discours clair, concis et précis. Mais du coup, j'en profite pour remercier les personnes avec qui on a travaillé jusqu'à aujourd'hui pour vous fournir une présentation de qualité. Antoine de chez Wattsense, Caroline de chez Schneider Electric et Paul de WIT, de chez WIT. Alors, bienvenue à tous. Vous êtes plus de 200 à nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire dédié au décret Bax. Où on va pouvoir se poser la question de quelle est la réelle sanction. Euh, je suis en compagnie aujourd'hui de trois autres entreprises à qui je vais laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter. Alors, on n'a qu'à dire honneur aux dames. Caroline, je vous laisse commencer par vous présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Caroline Gercé, gérante d'offres marketing pour toutes les offres de gestion technique du bâtiment spécialisées sur les logiciels d'efficacité énergétique. Merci, Caroline. Antoine? Bonjour, donc je suis Antoine Bourgier. Je vais présenter aujourd'hui la partie WetSense et je fais partie de l'équipe vente. Et Paul? Bonjour à tous, Paul Rad, responsable business développement et je représente aujourd'hui la société WIT. Merci à tous les trois et à vos trois entreprises du coup de participer à ce webinaire sur le décret Bax. Et je me présente à mon tour, je m'appelle Vianney Rasquin, je suis ingénieur en efficacité énergétique et fondateur de l'entreprise, cofondateur avec Maxime Pertu de l'entreprise Citron, une entreprise spécialisée en efficacité énergétique. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet de ce fameux décret Bax, je vous propose rapidement deux règles du jeu. La première, c'est de vous dire qu'on vous enverra les slides et que le replay de ce webinaire sera disponible sur le compte, enfin sur au téléchargement. Et par ailleurs, pour les questions, alors on va bien évidemment, comme à chaque fois, dérouler notre présentation pour être sûr de vous livrer un maximum d'informations. Et sur le temps qui nous restera à la fin, on pourra du coup répondre à vos questions. Pour toutes les questions que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à utiliser en bas de votre écran un petit onglet Q et R sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Elles seront ainsi centralisées. Ça nous permettra non seulement d'y répondre à la fin en les dépilant, mais aussi d'y répondre à travers un certain nombre de contenus premium que Citron pourra vous proposer avec des articles de blog, par exemple, pour répondre à ces questions. Alors, quelques mots rapides pour Citron pour introduire ce webinaire. Citron, c'est deux choses. C'est d'abord une plateforme d'hypervision, donc ce qu'on appelle un SME, un système de management de l'énergie, donc un logiciel accessible via un navigateur Internet qui va être en charge d'automatiquement collecter toutes les données liées à l'énergie de votre patrimoine immobilier pour restituer à son utilisateur des outils de suivi, des outils d'analyse et de gestion de projet dans le cadre de la mise en place d'actions de performance. Citron, c'est également, et d'ailleurs historiquement surtout, une société de conseil en efficacité énergétique. C'est des ingénieurs conseil énergie, des energy managers qui vont accompagner nos clients, alors soit de manière ponctuelle à travers des prestations comme des audits énergétiques, soit de manière récurrente à travers de l'amélioration continue et de l'énergie management, accompagner du coup les responsables, les gestionnaires, les responsables techniques et environnementaux de patrimoine immobilier, que ce soit dans le cadre de collectivités, dans le cadre d'entreprises ou de bailleurs. Donc, en quelques mots, Citron, c'est une société qui s'est donnée comme mission d'accélérer la transition énergétique à l'aide de deux choses, du digital et d'ingénieurs spécialisés, de l'humain, qui a été créée en 2011, qui aujourd'hui est une entreprise rentable, structurée, qui a, on va dire, une grosse partie de ses équipes, 45 personnes sur la partie tech, pour développer un produit, un outil digital adapté à la hauteur des enjeux de la transition énergétique, mais aussi pas loin de 50 personnes qui accompagnent nos clients en continu et de manière ponctuelle
dans le cadre de la détection de plans d'action de performance énergétique. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet, le fameux décret BACS. Alors, comme à chaque fois, et comme on vous l'avait présenté pour le décret tertiaire il y a quelques années maintenant, on va commencer par une chronologie. Le décret BACS, il est en fait venu suite au décret tertiaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le texte qui est venu vraiment lancer le décret tertiaire, il est paru en 2019. Et bien, dès le mois de juillet 2020, le décret BACS est paru pour pouvoir justement concrétiser ce fameux décret tertiaire. La première chose qu'a imposé ce fameux décret BACS, c'est d'imposer l'installation d'un système de pilotage énergétique, ce qu'on appelle BACS, Building Automation Control and System, pour les bâtiments neufs, équipés d'une puissance utile supérieure à 290 kW, sauf si on a un TRI supérieur à 6 ans. On a également eu dans le même décret le fait d'imposer, d'équiper d'un système de pilotage tous les bâtiments, quels qu'ils soient, à partir du moment où ce sont des bâtiments tertiaires dont la puissance nominale utile du système de chaud ou de froid ou de ventilation, et ou à chaque fois d'ailleurs, est supérieur à 290 kW, sauf si le temps de retour sur investissement, encore une fois, était supérieur à 6 ans. Donc là, on voit qu'il y a non seulement, après le décret tertiaire, une obligation qui était une obligation de suivi et d'atteinte de résultats, maintenant une obligation de mettre en place les actions qui sont réputées et pour lesquelles on observe que les impacts sont suffisamment significatifs pour qu'on puisse les considérer comme incontournables dans le cadre de la transition énergétique. 3 ans après, à peu de choses près, le 7 avril 2023 est venu concrétiser 2 outils. D'abord, un nouveau décret BACS, qu'on a appelé décret BACS 2, qui est venu renforcer la réglementation. Il est venu le renforcer sur 2 points. D'abord, le temps de retour sur investissement, le fameux TRI, nécessaire pour imposer du coup le déploiement d'un système de pilotage énergétique, est passé de 6 ans à 10 ans. Globalement, si je vous la fais courte, ça veut dire que tous les bâtiments sont maintenant obligés de déployer un système de pilotage énergétique à partir du moment où ils font plus de 70 kW et 290 kW en fonction de la date à laquelle on se projette. 290 kW, c'est l'obligation avant le 1er janvier 2025. Il nous reste à peu de choses près 1 année pour pouvoir se mettre en conformité pour ces personnes-là, pour ces bâtiments-là. Et sur le 70 kW, ce sera le 1er janvier 2027. Il reste un peu plus de temps, mais sur un panel de bâtiments beaucoup plus important, parce que comme vous pouvez l'imaginer, plus le bâtiment est gros, moins il y en a. Et c'est comme ça que ça a été réfléchi, c'est de se dire qu'il fallait laisser plus de temps aux filières pour se structurer et s'organiser pour pouvoir imposer une réglementation de cette nature-là qui est très contraignante puisqu'on parle d'une obligation de travaux. Le même jour est paru le fameux arrêté d'application BACS. Cet arrêté méthode est venu définir concrètement comment on allait devoir inspecter et auditer, finalement, si je résume, entretenir ces fameux BACS, donc ces fameux systèmes de pilotage énergétique qui vont être déployés dans les années qui vont arriver sur nos bâtiments, mais aussi comment calculer ce fameux temps de retour sur investissement qui est passé de 6 ans à 10 ans, même si, sans vous spoiler, j'ai bien peur que le 10 ans concerne un peu tout le monde. Alors, quand on se dit ça, qui est assujetti à ce fameux décret BACS, à cette fameuse obligation de déploiement d'un outil de contrôle, de pilotage? Eh bien, ce sont tous les propriétaires des bâtiments tertiaires, qu'ils soient neufs ou existants, qui disposent du coup de ce fameux système technique CVC dont la puissance nominale installée est supérieure à 290 kW avant le 1er janvier 2025 et à 70 kW avant le 1er janvier 2027. On calcule la puissance nominale de 70 et 290 kW uniquement que sur les outils CVC. Cependant, ce ne sont pas les seuls concernés. Il y a 5 systèmes qui sont assujettis à ce fameux décret BACS. Ça va être le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation, on pourrait presque dire 6 du coup en les séparant, la production de l'électricité et l'éclairage intégré. On entend par éclairage intégré l'éclairage intérieur au bâtiment et pas l'éclairage extérieur. Alors, pour pouvoir résumer globalement cette obligation, pour essayer de la simplifier, le décret BACS, ça impose 7 points. En fait, un BACS est défini par 7 points. Le premier point, on va l'appeler structurer. On va parler de structurer une base patrimoniale. Le deuxième point, on va parler de suivre. L'obligation se rapproche de celle du décret tertiaire. Ensuite, on va avoir une
une analyse qui va être obligatoire à travers ce décret BACS, une interopérabilité, un pilotage, évidemment, le fait que les systèmes suivis et pilotés soient autonomes, et enfin, il y aura une obligation d'inspection et d'audit récurrente. Alors, on va creuser chacune de ces 7 obligations, et après, on verra tous ensemble comment pouvoir répondre à chacun de ces 7 points à travers différentes solutions qui pourraient venir d'ailleurs de Schneider, de WIT, de Citron ou de WatSense. Alors, ou de d'autres d'ailleurs. Alors, le premier point, on a dit qu'il y avait une obligation de structurer sa base patrimoniale. En effet, quand on lit les textes de loi, on voit qu'on va être contraint de situer l'efficacité énergétique d'un bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Alors, quand on se dit ça, en fait, c'est hyper important parce que ces valeurs de référence, elles peuvent être issues, d'après les textes réglementaires, de deux endroits différents. Soit ça peut venir d'un audit énergétique que vous avez effectué sur votre bâtiment, soit ça peut venir des caractéristiques techniques, constructeurs de chacun des systèmes techniques qui sont embarqués dans votre bâtiment, que ce soit un système CVC, éclairage, etc. Quand on se dit ça, ça veut dire que vous allez avoir l'obligation de référencer sur vos bâtiments les puissances nominales installées, les différents résultats issus des audits énergétiques que vous pouvez avoir. Et quand on a un parc diffus, hétérogène, important par le nombre ou par la complexité du bâtiment et des systèmes qui y sont installés, ça peut vite devenir un enfer. Et en fait, très rapidement, sauf si vous êtes vraiment les rois de l'Excel et que vous avez la capacité à passer beaucoup, beaucoup de temps sur quelque chose qui n'a pas forcément une grosse valeur ajoutée, vous allez avoir l'obligation, du coup, de vous équiper d'un outil qu'on appelle de gestion patrimoniale. Alors, il y a des pure players de la gestion patrimoniale, il y a des personnes qui font ça à travers d'autres outils, mais globalement, vous allez devoir vous équiper d'un outil de gestion patrimoniale qui sera en mesure, du coup, d'enregistrer les caractéristiques de chacun des systèmes techniques et les valeurs de référence qui pourraient être issues d'audits énergétiques. Ça vous permettra du coup de savoir où se situe l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements et des systèmes présents sur chacun de vos bâtiments. La deuxième obligation, elle se résume par cette phrase de la réglementation qui dit suivre, enregistrer et analyser en continu par zone fonctionnelle et par un pas de temps horaire les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et les ajuster en conséquence en suivant les consignes et les scénarios, les optimisations possibles. Alors là, quand on parle de suivre en continu par zone fonctionnelle et un pas de temps horaire, il faut peser chacun des mots. D'abord, le plus important, c'est la zone fonctionnelle. Quand on parle de zone fonctionnelle, ça va être, au même titre que dans le cadre du décret tertiaire, une zone dans laquelle on va retrouver des usages énergétiques similaires. Par exemple, vous pourriez avoir dans un bâtiment une zone fonctionnelle bureau dans laquelle vous pourriez y retrouver de l'éclairage, des terminaux de distribution climatique, je regarde les bureaux autour de moi, des postes de travail, etc. On pourrait avoir une autre zone qui s'appellerait, je ne sais pas, je pense au bâtiment dans lequel je me situe, crèche. Il y a une crèche dans le bâtiment. Donc, ça, c'est encore une autre zone fonctionnelle parce qu'on va y retrouver d'autres types d'usages énergétiques. D'autres types d'usages énergétiques. Il y a également un restaurant. On va être encore sur une zone fonctionnelle différente. On va pouvoir aussi observer potentiellement les parties communes dans lesquelles on va avoir, en fonction des différentes entreprises dans lesquelles on pourrait être, encore une fois, des usages énergétiques différents. Alors, on est toujours dans le cadre de bâtiments tertiaires, donc il ne faut surtout pas se limiter à un bâtiment de bureau. On a toute l'hétérogénéité du tertiaire. Pour rappel, un bâtiment tertiaire se distingue par rapport à un bâtiment industriel où on parle de transformation de matière, et d'un bâtiment primaire, on va parler d'extraction de matières premières. Donc, on va vraiment être sur tout ce qui est lié au service, donc une école, tous les bâtiments des collectivités d'ailleurs de manière générale. On va être sur la logistique, on va être sur les bâtiments liés à la santé, on va être sur vraiment un panel de bâtiments très hétéroclite. Alors, pour pouvoir répondre à un suivi et un enregistrement des consommations en continu par zone fonctionnelle et par un temps de pas horaire, en fait, ça va imposer une obligation de sous-comptage. Ce fameux sous-comptage va nécessiter une instrumentation du bâtiment qui aujourd'hui, alors soit ils ont déjà fait l'objet d'une instrumentation et d'un sous-comptage, soit ne sont pas équipés de compteurs par zone fonctionnelle. Il faut avoir aussi en tête que ces données doivent être conservées pendant 5 ans.
à une échelle mensuelle, pas forcément à une échelle horaire. Et alors là, on peut voir la volonté de l'État de ne pas imposer du stockage de données trop massives qui pourrait avoir des coûts d'un point de vue environnemental et énergétique en plus, par ailleurs, pour les stocker dans des data centers. Troisième obligation, il va y avoir une obligation d'analyse. Non seulement d'analyse, mais aussi de partager l'information analysée. On le voit quand on parle de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informer l'exploitant du bâtiment pour permettre l'analyse de la situation et améliorer l'efficacité énergétique. Alors, quand on parle de détecter les pertes d'efficacité, il va falloir objectiver ce que c'est qu'une perte d'efficacité d'un système technique. Donc, pour pouvoir faire ça, on va devoir disposer d'outils de suivi et d'analyse qui vont permettre de comparer, enfin, d'objectiver ce que c'est qu'un bâtiment performant. Par exemple, un bâtiment performant, on pourrait dire que c'est un bâtiment qui, dans un bureau comme celui de Citron, ne consomme pas la nuit sur la partie éclairage. Eh ben, on va pouvoir se dire où consomme un niveau sur la zone fonctionnelle bureau inférieur à temps qui correspond vraiment au minimum de la ventilation et d'un maintien d'une température minimale nocturne. Et ben, on pourrait se dire du coup que cette valeur minimale va correspondre à la valeur au-dessous de laquelle, pardon, il y a une perte d'efficacité. Et ben du coup, on va savoir objectiver cette perte d'efficacité d'un système technique et même d'une zone fonctionnelle à travers un tableau de bord et un outil d'analyse. Le deuxième sujet, ça va être que il va falloir partager du coup cette information avec l'exploitant. Et alors là, non seulement il va falloir du coup un outil capable de partager l'information entre les exploitants. Alors, quand on parle d'exploitants, c'est gestionnaire technique, exploitant, bureau d'études, AMO, etc. C'est partagé entre les différents prestataires qui interviennent dans l'exploitation d'un bâtiment pour en améliorer sa performance technique ou énergétique. Et ben, pour pouvoir faire ça, il va falloir deux outils. Il va falloir être capable de partager un patrimoine entre plusieurs entités différentes. Et il va falloir être capable de demander, d'envoyer automatiquement des alertes ou des demandes d'intervention pour pouvoir non seulement partager le problème, mais pour pouvoir aussi partager la solution. Quatrième obligation, on va parler d'interopérabilité. Alors, sur cette obligation d'interopérabilité, elle est assez simple, mais il faut bien faire attention à ne pas la confondre avec d'autres sujets. L'interopérabilité, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. L'interopérabilité, ça veut simplement pouvoir dire d'être capable de recevoir de l'information, de pouvoir communiquer. Ça ne veut pas dire savoir communiquer, ça veut dire pouvoir communiquer. Ça veut dire simplement être capable de rester ouvert, soit sur des protocoles ouverts, typiquement des protocoles normalisés comme BACnet, KNX, Modbus, etc., ou via API. Alors attention, API, en fonction de votre passif, vous pouvez avoir différentes compréhensions. On parle bien ici d'Application Programming Interface et non pas d'automates programmables industriels dans le jargon des automaticiens. Alors, communiquer avec quoi? Eh ben, c'est tout simplement communiquer avec les 5 systèmes qui sont assujettis à cette fameuse obligation de pilotage. Ensuite, nous avons une obligation de pilotage, c'est l'obligation principale. Alors, ce à quoi il faut faire attention ici, c'est que quand on relit bien le texte de loi, on voit que c'est une obligation qui porte sur les usages tertiaires neufs et existants, on en a parlé, qui sont équipés lorsque c'est techniquement et économiquement réalisable, donc là on parle du TRI, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment. La réglementation en tant que telle s'arrête là. Il y a un guide officiel qui vient et qu'on vous proposera au téléchargement également. Il y a un guide officiel qui vient préciser ce qui est obligatoire ou pas. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réglementation ne précise et donc n'impose pas, ne précise pas et donc n'impose pas un niveau de complexité du système d'automatisation et de contrôle, du système de pilotage. Ce qu'indique le guide officiel, qui n'a pas un caractère contraignant, mais plutôt un caractère de guide, c'est que seule la classe C, et non pas les classes A et B, comme on a pu le voir chez certains confrères, est obligatoire. Cette classe C, c'est globalement la plus simple, qui contraint à simplement savoir piloter, alors en fonction du système, de manière plus ou moins fine, en fonction d'éléments plus ou moins, en intégrant plus ou moins de complexité, mais de piloter, donc d'allumer et d'éteindre un bâtiment, enfin un système, pardon. Par contre, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les classes A et B font l'objet d'une fiche C2E qui, en plus, d'ici à la fin de l'année,
font l'objet d'un coup de boost, d'un coefficient multiplicateur qui peut être très intéressant. Donc, il faut quand même bien l'avoir en tête. Mais ne nous détrompons pas, la réglementation impose une classe C et je pense que l'étude entre une classe A ou B à l'aide des C2E boostée jusqu'à la fin de l'année et à l'aide des C2E tout court l'année prochaine, alors peut-être que le boost sera prolongé, on n'a pas encore l'information, ou une classe C, eh ben, quand on regarde d'un point de vue économique, la question peut se poser. On fera un webinar en décembre pour pouvoir justement analyser la différence entre une classe A et B et une boostée, entre guillemets, et une classe C pour savoir globalement comment se positionner en fonction de la typologie d'un bâtiment. Enfin, on a une obligation d'autonomie. Alors là, cette obligation, il faut se garder en tête qu'elle est très simple également, hein. C'est une autonomie des systèmes. Donc, si je résume, une autonomie du système de chauffage, une autonomie du système d'éclairage, par exemple, qui doit pouvoir fonctionner indépendamment du BAX. Donc, il ne faut pas que le BAX soit intrusif et risque de contraindre le système à ne pas fonctionner. Donc, il faut pouvoir prévoir un lancement ou un arrêt d'ailleurs qui soit manuel. C'est aussi simple que ça. Et enfin, on sera surtout concerné dans les prochaines années. On va avoir une obligation de contrôle et d'inspection du système BAX qui sera déployé de manière périodique. Alors, 5 ans après la première mise en place du décret BAX, puis après tous les 2 ans, les filières sont en train de globalement de se structurer. Ça sera sûrement confié à des entreprises comme des bureaux d'études, des automaticiens, des exploitants, etc., qui sauront du coup faire à travers leurs visites habituelles sur potentiellement d'autres systèmes, faire également ces inspections. Voilà, si je résume ce que c'est que le décret BAX, avant de laisser la parole aux experts qui vont vous dire comment eux répondent à ces réglementations, et ben finalement, c'est une obligation qui n'est pas si compliquée, mais qui a comme problématique d'avoir assez peu de réponses embarquées dans une seule solution. Ça va obliger un peu d'avoir une supervision globale de plusieurs prestataires ou alors de confier à un intégrateur ou à un AMO la possibilité de gérer plusieurs prestataires ou de suivre plusieurs prestataires ou d'avoir les compétences en interne d'ailleurs, puisqu'on a une obligation globalement à la fois hardware, quand on dit qu'il faut sous-compter, être interopérable et piloter des systèmes qui parfois sont très hétéroclites, qui sont dans des bâtiments qui peuvent être également très hétérogènes, donc globalement complexes et qui imposent souvent d'avoir des systèmes différents au sein d'eux. Et après, derrière, d'avoir une base patrimoniale structurée, de pouvoir suivre ces consommations énergétiques qu'on aura sous-comptées, d'analyser ces données pour pouvoir donner des instructions de pilotage qui pourraient passer en direct, mais aussi par l'exploitant ou les personnes qui vont sur site. Voilà, je laisse la parole du coup maintenant à mes collègues qui n'hésiteront pas à me dire à quel moment ils veulent que je passe les slides pour savoir comment faire pour réduire, enfin pour déployer ces systèmes BAX. Merci Vianney. Du coup, on peut passer déjà au slide suivant. Donc, je vais vous présenter très rapidement la société Wattsense. On est une société fondée par Louis Vermorel en 2017. On est 35 personnes. On produit une passerelle multiprotocole, pour faire très simple. On la fabrique à côté de Saint-Étienne et on développe par-dessus une couche logicielle avec du coup 35 personnes, dont finalement 28 qui sont là pour le développement de cette partie logicielle et une partie support aussi pour vous aider à mettre en œuvre la solution. Donc, on a plus de 2000 bâtiments connectés aujourd'hui. Et en 2021, nous avons été rachetés par Siemens. Donc, ça fait 2 ans maintenant, parce que c'était en octobre. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le meilleur des deux mondes, la flexibilité d'une startup finalement et la solidité financière qui vient avec Siemens. Euh, les, hum, les deux canaux de vente persistent et persisteront, donc les produits Wattsense et les produits Siemens, puisque Siemens commercialise également les produits Wattsense sous la marque ConnectBox. Si on peut passer au slide suivant. Si. Donc, l'idée pour résumer la solution Wattsense, c'est une installation euh, très simple. L'idée, c'est de pouvoir récupérer un maximum de données d'un bâtiment existant et de pouvoir, je dirais, jouer avec et les mettre à disposition soit d'une GTB existante, soit directement en visualisation, soit de les pousser via API, du coup, avec des solutions comme Citron. C'est vraiment
un premier pas facile vers la conformité au décret BAX, puisqu'on peut faire en fait finalement quasiment tout ce qui est demandé dans le BAX depuis cette solution. La solution WhatsApp, encore une fois, se veut à la portée de tous. Euh, L'installation, la sélection des points de mesure, euh, et l'utilisation finalement de ces mesures se fait toujours en texte clair. Il n'y a pas besoin d'être un expert en automatisme pour utiliser notre solution. Voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir mettre à la portée de tous la connectivité du bâtiment et donc encore une fois cette conformité au décret BAX avec bien sûr la capacité d'aller plus loin avec donc soit de pousser les informations sur une GTB existante pour la rendre plus performante, soit encore une fois pousser ces données vers des EMS comme Citron. C'est une solution libre et 100% ouverte qui permet d'accéder facilement à des informations très intéressantes au niveau d'un bâtiment pour le gérer du mieux possible. Euh, voilà, pour résumer la solution, donc elle est basée sur une passerelle multiprotocole, donc on va être en mesure de remonter des informations filaires en KNX, MBus pour les compteurs par exemple, Modbus RTU, LPB, BACnet et Modbus IP. Et on a aussi la possibilité de créer un réseau LoRaWAN privé pour ajouter par exemple des sondes d'ambiance ou remonter des informations de comptage en radio sans avoir besoin de découper les murs et tirer des câbles. L'idée aussi est par la solution WhatsApp, c'est du coup d'être capable de communiquer avec tous ces protocoles-là, c'est de pouvoir utiliser les équipements qui sont déjà installés sans les changer. Aussi, ils sont déjà en mesure de vous fournir des informations correctes et intéressantes. Voilà, l'idée, c'est aussi de pérenniser une installation le plus possible. Donc, on récupère ces informations, que ce soit en LoRaWAN, du coup en radio, ou en filaire, et on les met à disposition donc en visualisation ou, euh, ou pour un hyperviseur. C'est facile à installer. C'est facile à installer pourquoi? Parce qu'on a déjà prédécodé plus de 800 équipements. C'est-à-dire que si vous avez déjà un équipement sur votre installation, vous tapez juste le nom de cet équipement-là et vous avez directement accès à toutes les informations que cet équipement va pouvoir vous transmettre en texte clair avec son unité, sans avoir besoin de décoder les trames LoRa, sans avoir besoin de lire euh, toutes les arborescences Modbus. Voilà. Donc pour faire un rappel, si on peut passer au slide suivant, merveilleux. Donc de base, de base, la solution WhatsApp du coup permet de reprendre les points encore une fois du BAX, donc suivre et enregistrer bien sûr. C'est clairement l'idée de notre solution. L'interopérabilité, vous l'avez vu avec tous les protocoles avec lesquels on est compatible. L'API plus le LoRaWAN, c'est même notre raison d'être, finalement, cette interopérabilité que je qualifierais même de poussée avec la solution AdSense. Bien sûr, du coup, on peut remonter les informations de consommation énergétique. Alors, on le fera de manière basique avec une solution WhatsApp seule. Vous avez la possibilité de visualiser ces données de consommation. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, une solution Citron pour la gestion multisite, pour avoir des rapports bien plus sympas. Ce sera plus intéressant, ça permettra d'aller plus loin. Voilà, on a la possibilité, bien sûr, c'est une solution bidirectionnelle, donc d'envoyer des commandes, donc changer des consignes, et comme on le disait, allumer ou éteindre un équipement. Évidemment, on vous met à disposition cette donnée ou on la met à disposition du coup de MS. On vous assure la disponibilité de la donnée. La donnée est à vous. Nous n'en avons pas la propriété, bien sûr. Elle reste à vous. Et pour le volet maintenance, du coup, comme Vianney l'a dit, il est imposé du coup des visites ponctuelles au niveau des installations. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose que nous n'avons pas à notre portfolio, mais par contre, nous avons des solutions d'alarme qui vous permettent d'être avertis en cas de dysfonctionnement d'un équipement et du coup faire la ronde ou faire les modifications de l'installation au bon moment.
Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Witt. Alors, pour commencer, quelques mots sur la société WIT. On est un fabricant français de solutions pour le pilotage des installations techniques. On existe depuis 1984. WIT aujourd'hui, c'est une centaine de personnes réparties sur la France, dont une grande partie elle est basée au siège de la société à Nice. Donc, globalement, notre cœur métier, c'est le pilotage à travers des solutions qui sont basées sur trois briques, l'automate, ce qu'on appelle l'équipement, éventuellement une solution donc de supervision et des prestations de déploiement et d'assistance pour nos clients. Donc, avec un objectif qu'on voit en bas, c'est le pilotage intelligent, le suivi et la cartographie des consommations, sans oublier le confort et le bien-être des occupants quand on fait du pilotage. Et on contribue aussi à la maintenance préventive à travers donc le suivi des équipements. Et bien entendu, notre métier intègre depuis toujours une partie alarme donc, et notification des dysfonctionnements sur site. On intervient dans tout type de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment dans lequel on n'a pas de référence. Aujourd'hui, EWIT, c'est plus de 150 000 sites installés depuis qu'on existe. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème donc, du bâtiment, donc de client final, bureau d'études, intégrateur et exploitant. On est présent donc en France, en Espagne et en Italie. Ça, c'est des présences directes. Une équipe technique de 12 techniciens donc, qui sont experts dans les métiers de tout ce qui est lié à la régulation, le contrôle, dans donc, ce qu'on appelle donc, chauffage, climatisation, puis toute la partie courant faible. Donc, nos techniciens experts interviennent pour faire du paramétrage, mise en service, formation, conseil. Et puis, on est complété par les autres partenaires nationaux, donc, qui permet de faire du clé en main avec nos solutions, donc des solutions installées également, mises en service donc à travers ce réseau. Alors, quelle est la démarche qu'on met en place pour répondre au BACS? Elle est simple, hein, c'est la règle des 4 A. Donc, l'acquisition, l'action, l'anticipation et l'analyse qu'on va détailler là, dans les slides qui vont suivre. Au niveau de l'acquisition, c'est vraiment de pouvoir être capable dans un bâtiment de récupérer tout type de compteur, capteur. Et là, bien évidemment, pour répondre au décret, toute la partie comptage d'énergie, multi-énergie d'ailleurs, donc gaz, eau, électricité, avec les protocoles donc, qui vont bien à ce niveau pour pouvoir communiquer avec cette partie comptage. Aussi pour l'acquisition de données, selon le bâtiment, selon ce qui est pertinent à faire, ça va être du sans fil ou filaire, donc avec des technologies sans fil qui peuvent être de courte portée jusqu'à le LoRa qui est directement embarqué dans nos automates, donc des serveurs LoRa natifs qui permettent donc d'étendre la distance et la portée donc, de la solution. Bien sûr, différents protocoles natifs sont intégrés pour permettre la communication avec les équipements donc, qui sont présents sur le site. Les protocoles, ils ont été dit aussi par les confrères, donc PACnet, Membus, Modbus, DALI pour l'éclairage. Donc, on a des protocoles spécialisés par équipement comme le DALI, comme le téléinfo client qui permet d'aller chercher le comptage général ELEC dans un bâtiment. Et là, on en vient donc bien sûr au pilotage, donc c'est ce qu'on appelle l'action, hein. C'est de piloter l'ensemble des usages à travers les équipements présents dans le bâtiment. Donc, ça va être de gestion de l'éclairage, par exemple, gestion de toute la partie régule chaud, clim. Et donc là, on va se servir de bibliothèques métiers qu'on a développées depuis toutes ces années, qui va faciliter le déploiement pour nous et pour nos intégrateurs. Donc, c'est des bibliothèques métiers, chauffage, ventile, planification, qui est très importante quand on fait de la régulation. On va également prendre en compte la production de l'énergie dans le bâtiment, ce qui est demandé aussi par le BACS. Donc, à travers la communication avec les systèmes de production, ça peut être donc des panneaux solaires essentiellement. On va faire aussi le pilotage donc, de l'autoconsommation avec la régulation de stockage quand il y a du stockage. Donc, on va assurer toute cette partie. Puis, de façon aussi périphérique, on peut assurer du contrôle d'accès également. Le troisième A pour nous, c'est l'anticipation parce qu'il faut améliorer et donc
l'efficacité du bâtiment. Il y a certaines fonctions qu'on a développées qui le permettent, notamment donc des fonctions qui sont basées sur de la logique floue, hein, qui fait par l'IA. Donc, pour pouvoir donc anticiper les démarrages, l'arrêt du chauffage en fonction de température, de la météo, de la présence dans le bâtiment, tout ça dans un but d'efficacité énergétique. Et puis, le quatrième, c'est l'analyse. Donc, l'analyse, c'est quoi? C'est mettre à disposition en local, dans le bâtiment, toute la collecte des données, donc à travers une supervision embarquée, donc qui va permettre simplement de pouvoir visualiser techniquement le fonctionnement. Possibilité aussi de faire du réglage, modification de consignes, de planification, suivi avec des bilans simples, hein. Et puis, la cartographie locale des consommations, donc pour savoir on consomme quoi, où, à quel moment. Donc, ça, tout ça, c'est important à le savoir au sens du décret BACS. Et je termine, je crois, avec la dernière slide qui est la solution, qui représente l'architecture qui est déployée dans les bâtiments. Elle est basée, comme vous le voyez au milieu, sur un automate, hein, de la gamme Ready, qui permet donc de gérer l'ensemble de ce que je viens de dire. Donc, la couche basse, comme elle est matérialisée, donc la mesure, le pilotage, et là aussi, on va piloter. Alors, on va communiquer, bien entendu, avec les équipements communicants à travers l'interopérabilité et les protocoles ouverts, mais en même temps, il y a des équipements, des centrales de traitement d'air, il y a des chaufferies qui nécessitent de les piloter directement. Donc, on va piloter les vannes, les pompes, etc. Donc, c'est du pilotage directement de l'équipement qui n'est pas lui-même autorégulé. Et puis, ce qui est important, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir archiver les données localement. Il y a des capacités d'archivage, donc une résilience locale, mais aussi notifier. Et là, on rejoint aussi les demandes du BACS. On va notifier les alarmes vers l'exploitant, puisque sur la partie gauche, ces exploitants, ils utilisent souvent des superviseurs du marché technique. Donc, on va pouvoir pousser la donnée directement alertée. On est compatible avec les plateformes des exploitants nationaux d'Alkia, Engie, IDEX. Donc, nativement, on peut les notifier. Et puis, de l'autre côté aussi, on va pousser la donnée vers les plateformes énergétiques, donc vers Citron, qui va, lui, pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse, dans le suivi et dans la gestion des interventions. Donc, tout ce que nous, on n'est pas capable, qu'un automate n'est pas capable de gérer localement, ben, c'est la plateforme qui va s'en charger avec du multisite. Et je pense que j'ai tenu mes 5 minutes. Et Bravo j'allais Paul, terminer. bravo Paul. Merci beaucoup. Et bah, du coup, je vais passer la parole à Caroline de Schneider Electric qui va pouvoir nous parler des solutions, cette fois-ci plutôt d'un grand groupe. Merci Vianney. Donc Schneider Electric, c'est une société une multinationale française qui a été créée en 1836. Elle est spécialiste et leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité. Donc, je vais revenir un petit peu sur les solutions qu'on propose chez Schneider Electric concrètement. Et donc, pour aller directement dans le vif du sujet, sur la gestion technique du bâtiment, sur le principe, la GTB, elle est d'abord composée d'une première couche de capteurs. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'étage tout en bas. Donc, on parle de sonde de température, de pression ou d'hygrométrie, par exemple. On a des actionneurs, contacteurs de pilotage de l'éclairage, des vannes de régulation d'une chaudière, par exemple, qui remontent les informations à la seconde couche que vous voyez, la couche des automates et des contrôleurs. Qu'au-dessus, la gestion technique du bâtiment compte une supervision pour fédérer l'ensemble des automates tout en apportant une interface pour l'exploitant du bâtiment, voire l'occupant, pour qu'il puisse gérer son confort. La gestion technique du bâtiment, elle constitue la colonne vertébrale vraiment du bâtiment. Elle collecte 95% des informations et si elle est suffisamment interopérable, elle peut remonter les données de tout type d'équipement et mettre à disposition ces données à toute solution cloud, que ce soit Schneider Electric, Citron ou autre, que l'utilisateur final souhaiterait retenir. Donc, si on prend l'exemple de notre gestion technique du bâtiment EcoStruxure Building Opération, elle est capable d'aspirer toutes les données du bâtiment via le protocole de communication BACnet IP. C'est aujourd'hui le protocole standard
du bâtiment qui offre une très forte interopérabilité. Et qui dit interopérabilité dit aussi risque de faille de sécurité. C'est pour cette raison que avec notre solution EBO, EBO est un des premiers systèmes à intégrer le protocole BACnet Secure qui vise à sécuriser tous les échanges au sein d'une GTB. Donc, nos solutions sont déployées dans tous les segments et on a la troisième couche sur cette architecture qu'on appelle écostructure chez Schneider Electric, cette troisième couche sur laquelle on va faire des analyses, aider à la prise de décision avec des outils tels que Building Advisor, qui est un concurrent direct de Citron. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que comme on est dans un système interopérable, quel que soit le fournisseur que ou le partenaire que vous allez choisir, ce sont des systèmes qui sont ouverts et donc qui communiquent les uns avec les autres parce qu'on utilise tous les mêmes protocoles. Donc, ce qui est un petit peu différenciant chez Schneider Electric, c'est qu'on va adresser toutes les... on va avoir nos propres produits sur chacune de ces couches. Donc, on peut passer au slide numéro 2 sur lequel je fais vraiment un petit éclairage sur ce qu'on appelle les power tags, le power tag, c'est le plus petit capteur d'énergie au monde. Il est destiné à la gestion énergétique et au suivi de charge qui permet l'efficacité énergétique et la gestion des alarmes au plus proche du point de consommation. Donc, les valeurs mesurées en accord avec le standard IEC 61157-12, voilà, on va venir mesurer l'énergie. Donc, on parle de l'énergie active classe 1, l'énergie totale et l'énergie partielle, mais aussi l'énergie réactive. Et on va fournir en temps réel des valeurs mesurées, que ce soit la tension simple, les tensions simples et composées, l'intensité par phase, la puissance active et réactive, totale et par phase, la puissance apparente totale, les facteurs de puissance, la fréquence, tout ça pour donner des alarmes qui vont être remontées dans le système de gestion technique du bâtiment. Donc, l'idée vraiment pour le client final, c'est de donner de la valeur à son parc installé et d'être au plus proche des charges critiques qui vont impacter la disponibilité et de permettre une analyse énergétique et une allocation des coûts qui soit précise. Donc voilà, vous voyez à l'écran les bénéfices des capteurs d'énergie PowerTag. C'est une technologie qui est peu intrusive, qui ne prend pas de place dans l'armoire, une architecture extensible, une installation et un commissioning qui sont simplifiés et une solution vraiment adaptée, que ce soit au neuf ou à la rénovation, qui va permettre de rendre visible l'invisible. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est qu'on va pouvoir aider le client sur chacune de ces applications. Donc là, on a une application typique pour tout ce qui est gestion technique du bâtiment, puisque vous savez que le chauffage, c'est le poste de gaspillage d'énergie le plus important dans les bâtiments. Donc on a une illustration d'une centrale de traitement d'air et tous les capteurs, les vannes et les contrôleurs qu'on va pouvoir installer sur les centrales de traitement d'air pour aider à contrôler et à piloter directement ces usages. On a aussi une application froid, la ventilation. Donc ici, encore une fois, les capteurs, les vannes et les contrôleurs qu'on peut vous apporter sur une application froid. Je vais très vite parce qu'il me reste très peu de temps. Voilà, on est aussi sur une application VAV donc, et sur les applications des terminaux. Tout ça pour dire qu'on sait répondre grâce à des partenaires comme Citron, mais aussi avec nos propres systèmes, aux différentes applications et sur tous les segments qui sont concernés. Merci beaucoup, Caroline. Alors, une fois qu'on s'est dit ça,
Citron va également pouvoir vous aider à répondre à cette réglementation. On l'a vu à travers WIT, à travers Schneider Electric, à travers Wattsense. Il existe autant, et ce ne sont pas les seuls, il existe énormément de solutions différentes pour pouvoir répondre d'un point de vue hardware à la problématique de sous-comptage, d'interopérabilité et de pilotage. Là où ça va être plus complexe, ça va être de choisir du coup des éléments pour pouvoir structurer sa base patrimoniale, suivre ses consommations énergétiques et analyser ses consommations tout en communiquant avec ses exploitants de manière unifiée sur son patrimoine immobilier. Puisque un patrimoine immobilier, même s'il est composé de un bâtiment, ce bâtiment va être composé de plusieurs systèmes qui n'auront pas forcément besoin les uns les autres de la même technologie de sous-comptage, de pilotage, etc. Alors imaginez quand on a un parc immobilier hétérogène avec plusieurs bâtiments, pas forcément de la même nature, on a des clients qui pensaient avoir des bâtiments tous de la même typologie. Sans dire son nom, c'est un bâtiment, enfin, un groupe dans la distribution qui a plusieurs milliers de bâtiments en France. Il s'est dit, bah, moi c'est facile, mes bâtiments c'est tous les mêmes. Et ben aujourd'hui, il en est à 4 systèmes différents installés sur son patrimoine immobilier pour pouvoir répondre aux différentes problématiques qu'il a pu observer localement. Donc en fait, un patrimoine immobilier qui par nature est diffus, complexe, hétérogène et multisite va nécessiter un outil centralisé. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tous mes confrères ont dit jusqu'à maintenant, c'est que nous, on répond à telle problématique. Alors, on affiche les données si besoin, mais nous, notre capacité, c'est surtout d'installer chez vous du matériel pour pouvoir sous-compter, pour pouvoir piloter, etc. Dès qu'on a deux systèmes différents, dès qu'on a une problématique de technicité sur ces bâtiments, eh ben, il va falloir centraliser toutes ces informations pour répondre aux autres éléments du décret tertiaire. Alors, ces autres du décret BAX. Donc, si on reprend ces autres éléments, le premier qu'on avait cité tout à l'heure, c'était structurer une base patrimoniale intégrant des valeurs de référence. Vous vous souvenez, avec des valeurs qui viennent soit d'audit, soit de système, soit des valeurs constructeurs. Et ben pour ça, il va falloir savoir, il va falloir disposer, pardon, d'un outil de gestion patrimoniale qui va être en capacité d'être ultra paramétrable pour s'adapter aux problématiques physiques qu'on peut observer sur votre parc immobilier. Donc, il va falloir pouvoir être en capacité de mimer, de modéliser votre patrimoine immobilier, mais d'un point de vue informatique. Donc, pour ça, on va être en mesure, avec la plateforme Citron, de créer des groupes de bâtiments et des sous-groupes, comme on peut le voir sur la capture d'écran que vous voyez. On a des groupes de bâtiments dans lesquels il y a des bâtiments, dans lesquels il y a des équipements. On peut créer ça complètement sur mesure avec des niveaux complètement adaptés par rapport à votre organisation. Dans chacun de ces niveaux patrimoniaux qui vont être créés, on va être capable du coup d'y affecter des équipements, mais on va être aussi capable d'y affecter des fiches techniques qui vont être composées de propriétés elles-mêmes totalement paramétrables. Ce qui veut dire que sur un bâtiment, on va pouvoir y affecter une propriété, une fiche technique qui sera composée de propriétés comme la surface, mais aussi affecter à la propriété d'un équipement, affecter à un équipement une fiche technique qui va intégrer sa consommation de référence qui nous servira après derrière comme valeur de référence dans le cadre du décret BAX. On pourra aussi insérer de la même manière les valeurs issues d'audit énergétique à travers cette fonctionnalité de gestion de la base, de gestion de son patrimoine immobilier, mais aussi à travers des modules comme le suivi des actions de performance énergétique. On a ensuite une deuxième problématique qui était la problématique de suivi. Si vous vous souvenez bien, cette problématique de suivi était une problématique de sous-comptage. Donc, pour pouvoir sous-compter, pour pouvoir collecter les données issues, encore une fois, d'un patrimoine hétérogène et donc de sous-compteurs différents, et parfois de compteurs d'un côté, de sous-compteurs de l'autre. Et donc, il faut être capable d'agréger des données issues d'éléments différents. Il faut être capable d'additionner des différents sous-compteurs pour faire une seule et unique zone fonctionnelle dans un bâtiment, etc. Donc, il va falloir avoir un outil qui va être capable non seulement de suivre les données issues ce qu'on appelle un point de mesure, mais aussi un outil qui va savoir proposer des tableaux de bord, qui va savoir traiter cette donnée, les agréger, les afficher en fonction de leur eurosaisonnalité, du temps passé par puissance, et savoir traiter ça en fonction d'indicateurs de performance énergétique, etc. Et ces données, il va falloir les conserver du coup pendant 5 ans,
chose auquel Citron, ce sur quoi Citron se calque. Ensuite, il va falloir analyser en continu ces consommations énergétiques et partager le résultat avec les différentes personnes qui interviennent sur le bâtiment, avec l'exploitant, avec un éventuel bureau d'études, un éventuel AMO ou un energy manager ou tout simplement le gestionnaire, le property manager. Donc pour ça, Citron a conçu sa plateforme, a fait intervenir dans la conception de sa plateforme des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à la base, Citron, c'est une plateforme qui a été créée pour répondre à des besoins internes. À la base, Citron, c'est une société de conseil qui en a marre de saisir des données dans des tableurs Excel et d'avoir plein de petites erreurs liées au fait qu'un tableur Excel, ça soit complexe, et qui du coup a développé un système de management de l'énergie pour faciliter la vie de ces énergie managers et de ces ingénieurs conseils. Donc en fait, on a exactement, ça nous a permis d'avoir une plateforme qui est au plus proche des besoins de ces personnes-là, dont le métier principal est de détecter des gaspillages et de proposer des solutions de performance énergétique. Donc pour pouvoir faire ça, on a tout un tas d'outils d'analyse. On va afficher les données dans des tableaux de bord, mais on va aussi les analyser. Donc, ça va passer à travers la détection des moments sur lesquels le patrimoine immobilier ou un système consomme le plus, à travers ce qu'on appelle une heat map, que vous pouvez voir en haut à droite de votre écran. La détection de sites les plus consommateurs en faisant des classements, alors pas que en fonction de la consommation, mais évidemment en fonction d'indices de performance énergétique, une consommation par rapport à une surface ou par rapport à une donnée métier. Le calcul du temps passé par niveau de puissance, le calcul des talons de consommation, par exemple les talons de consommation nocturnes qui, en fonction de votre usage, peut être un gaspillage énergétique, un diagramme de répartition des flux qui soit totalement paramétrable, le suivi du confort thermique en collectant non seulement des données de consommation, mais aussi des données issues de sondes de température pour savoir justement régler son bâtiment en fonction d'éléments exogènes, extérieurs, etc., etc. Et tous ces éléments qui vont permettre à l'énergie manager, à l'exploitant, etc., d'aboutir à des conclusions, à des actions concrètes qui vont pouvoir être intégrées dans la plateforme, et bien ça, on va être capable de les pousser automatiquement ou pas d'ailleurs, c'est même pas forcément automatiquement qu'il faut le pousser, mais on va être capable de les pousser auprès d'un exploitant, auprès d'un gestionnaire pour formaliser une demande de devis, une demande d'intervention, pour faire en sorte de suivre concrètement et de faire avancer le projet de déploiement de l'action de performance énergétique. Et comme je disais tout à l'heure, ça passe du coup par un partage de patrimoine qui va permettre de mettre à disposition à chacun les éléments dont il a besoin. Un gestionnaire de site pourrait voir que son site, un gestionnaire de parc pourrait voir tout son parc, et ces trois prestataires, par exemple pour la maintenance de ces chaufferies, pourraient être chacun en mesure de voir les chaufferies de ce client-là, mais aussi les autres chaufferies de ses autres clients, pour faciliter leur travail et donc pour faciliter la transition énergétique. Donc, si on résume exactement comment fonctionne le décret BACS et comment on peut y répondre, eh ben, ça va passer par une partie terrain, une partie hardware, une partie vraiment matérielle à déployer sur le bâtiment pour pouvoir sous-compter et pour pouvoir piloter. Alors, en étant interopérable, en conservant une autonomie des systèmes, en faisant un audit régulièrement, mais il y a vraiment cette phase terrain. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette phase terrain, elle va être très contrainte dans la mesure où un patrimoine immobilier est encore une fois très hétérogène, très hétéroclite, et au sein même d'un bâtiment, les systèmes qui y sont déployés peuvent être également hétérogènes ou hétéroclites. Ce qui va nécessiter de déployer nécessairement, et c'est vraiment une conviction qu'on porte chez Citron et ce qu'on observe sur le terrain, même sur des patrimoines immobiliers, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont des bâtiments qui se ressemblent énormément, et ben ça va nécessiter de déployer plusieurs types de matériel, du Schneider d'un côté, du WIT de l'autre, du Wattsense, etc. Alors pour l'instant, on voit qu'il y a en général entre 3 et une dizaine de matériels différents entre le sous-comptage et le pilotage. Et donc, il va falloir être capable de centraliser toutes ces données-là dans un patrimoine qui soit structuré et qui permette du coup de suivre et d'analyser ces consommations énergétiques pour fournir des recommandations, soit à travers l'exploitant, soit potentiellement directement aux différents systèmes. Mais il va falloir être capable, du coup, de faire travailler tous ces interlocuteurs-là différents ensemble pour pouvoir avoir un système qui soit efficace et peu énergivore. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, quelles sont les réelles sanctions si on n'arrive pas à mettre en place ces systèmes-là? Et bien, la première des sanctions, c'est de se dire que, et j'ai vu que ça correspondait à une des questions qui a été posée, c'est que finalement, le décret BACS, eh ben, c'est presque
une réglementation qui vient dans le prolongement du décret tertiaire. En effet, quand on regarde ce à quoi correspond un bâtiment équipé d'un système de production de chaud et de froid de plus de 70 kW de puissance nominale, eh ben en fait, ça correspond peu ou prou. Alors, ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs, mais ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui sont assujetties au décret tertiaire le seront aussi assujetties au décret BAX. Ou plutôt dans le sens, toutes les personnes assujetties au décret BAX sont également assujetties au décret tertiaire. Pardon. Donc, ça veut dire que si on ne respecte pas le décret BAX, on ne pourra pas répondre au décret tertiaire. Et donc, on a exactement toutes les mêmes sanctions. C'est-à-dire qu'on a le risque de name and shame, c'est-à-dire qu'on risque d'être contraint, enfin, de voir son nom, qu'on soit une personne morale ou une personne physique d'ailleurs, son nom publié sur un site internet de l'État dédié à dénoncer les entreprises qui ne respectent, et les collectivités qui ne respectent pas leurs obligations environnementales. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner d'un point de vue business, d'un point de vue communication, d'un point de vue RSE, d'un point de vue cours de bourse, en bref, j'en passe. Ça correspond aussi à une obligation, enfin à une contrainte, une sanction financière de 7 500 € du coup par personne morale sur un bâtiment. On peut traduire ça par locataire hein, et pour le propriétaire. Et ça correspond aussi à une obligation qui n'est pas nommée ici, mais qu'on pourrait presque considérer comme une contrainte, une sanction, c'est la note éco-énergie tertiaire. Si vous ne mettez pas en place un BAX, vous n'aurez pas une note satisfaisante dans le cadre de la notation éco-énergie tertiaire. Et si jamais vous voulez valoriser votre actif immobilier à travers, par exemple, une mise en location, et ben globalement, ça va chuter. Par contre, il y a aussi de multiples opportunités. D'abord, il y a une opportunité évidemment réglementaire. Hein, ça permet de répondre non seulement au décret tertiaire, mais aussi au décret BAX. Mais c'est aussi une opportunité, et même j'ai envie de dire surtout une opportunité environnementale. Ça permet de diminuer ses consommations énergétiques et donc de diminuer ses consommations en énergie, en ressources naturelles non renouvelables. Et ça permet de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ça va permettre d'asseoir à l'échelle française, si on zoome sur l'échelle sur la France, une souveraineté énergétique dont on a bien besoin quand on observe les dernières actualités depuis quelques mois, voire années. On a parlé de la valorisation de l'actif dans le cadre de la notation éco-énergie tertiaire, et c'est évidemment une opportunité financière parce qu'au-delà du fait de ne pas avoir d'amende, c'est quelque chose de très rentable. C'est pour ça d'ailleurs que le TRI initial était de 6 ans. C'est quelque chose de très rentable et ça permet de générer des économies non négligeables sur un des premiers postes de consommation, enfin sur beaucoup de postes d'ailleurs, mais notamment sur un des premiers postes de consommation énergétique des bâtiments. En plus de ça, c'est valorisé par les C2E. Il y a donc une subvention, enfin, c'est pas vraiment une subvention, mais on pourrait appeler ça une subvention, une aide en tout cas, qui vient vous aider à investir pour limiter le temps de retour sur investissement dans le cadre du déploiement de ces outils de pilotage. On pourrait en trouver d'autres, hein, des opportunités. Ça permet aussi de mieux maîtriser le confort thermique des occupants qui sont présents dans un bâtiment. Ça permet aussi d'entamer des plans de sobriété énergétique. On n'est pas forcément que sur l'efficacité énergétique. Ça permet de prévenir la hausse des coûts de l'énergie, etc., etc. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vais quand même, on a un tout petit peu dépassé. Il reste plus que 2-3 minutes là pour pouvoir répondre à quelques questions. Je vais quand même répondre à quelques questions. On a essayé de répondre aussi un peu au fur et à mesure à des questions directement à travers le plan, l'outil de système questions-réponses. Je vais en prendre 10 un petit peu au hasard, mais gardez en tête que vous pouvez envoyer un mail à contact@citron.io, c'est noté sur votre écran, pour reposer votre question. Et de manière générale, pour ceux qui n'ont pas posé leur question anonyme, on va essayer de revenir vers vous, de vous appeler pour répondre à votre question et parler de vos projets. Alors, une première question de Juliette. Bonjour, qu'en est-il d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée tertiaire et le reste des étages en logement? Est-il concerné ou non? Eh bien, tout va dépendre du coup de la puissance nominale atteinte par les équipements CVC de la partie tertiaire. Je vois que j'ai également la question sur la partie industrie. Ça fonctionne de la même manière que dans le décret tertiaire. On va se focaliser sur la surface dédiée à la partie tertiaire, sauf qu'au lieu de regarder si la surface fait plus de 1000 m², on va regarder si la somme des puissances installées, les fameuses puissances nominales assujetties, font plus de 70 ou 290 kW. Est-ce que les bâtiments de culte sont concernés, Jean-Nicolas? Alors, très honnêtement, je n'avais pas la réponse je m'étais pas posé la question avant de commencer ce webinaire. Par contre, j'ai un petit peu triché, j'ai été voir des antisèches. Globalement, il n'y a pas de réponse juridique apportée à ce stade, donc on pourrait se dire que oui. Par contre, je ne pense pas qu'on trouve de bâtiments de culte
ou vraiment très important pour le coup, à ce qu'ils ont une puissance installée de plus de 290 kW. Par contre, 70, je pense qu'on y sera assez rapidement. Donc, la question, elle se pose plutôt d'ici à 2025. Et ce que je peux vous proposer, c'est qu'un de nos experts pose la question directement à l'ADEME et aux instances qui travaillent sur le sujet pour qu'on puisse vous répondre plus en détail. Quel est le rôle du locataire dans le décret BACS? Eh bien, en fait, le rôle du locataire dans le décret BACS, c'est de s'assurer à tout prix que le décret tertiaire et qu'il y ait une réponse au décret tertiaire, c'est de faciliter la vie du propriétaire quand il va venir faire des visites chez vous pour pouvoir étudier si oui ou non le bâtiment répond à la fameuse classe C ou en tout cas répond aux fameuses 6 ou 7 obligations. Et donc, ça va être de s'assurer que oui, le décret tertiaire, on y répond parce que vous êtes aussi assujetti au décret tertiaire, que vous avez tous les risques du décret tertiaire et que sans le décret BACS, vous ne répondrez pas, sans l'implémentation d'un BACS, vous ne répondrez pas au décret tertiaire. Donc finalement, par extension, vous êtes aussi assujetti en tant que locataire au décret BACS. Alors, peut-on dire qu'une classe C répond aux exigences d'un point de vue pilotage, mais pas nécessairement pour les autres points, enregistrement de données, etc. Alors, une classe C n'est pas suffisante pour répondre. C'est pas une contrainte réglementaire, la classe C. C'est une aide, ça vient de la classe ABC, c'est aidé d'ailleurs, ça vient de la norme NF ISO 52120 de souvenir. C'est une norme qui va en fait, notamment, parce que elle ne parle pas que de ça, mais classer les différents systèmes d'automatisation et pilotage d'un bâtiment en quatre classes A, B, C, D. D globalement, hein, si je vous la fais courte, c'est pas de GTB, pas de système d'automatisation. C, c'est le minimum pour pouvoir automatiser enfin, l'extinction et l'allumage. C, c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin et il va y avoir une part d'automatisation entre guillemets en fonction de facteurs extérieurs, etc. Et plus on monte dans les critères, enfin vers A, plus on a un système qui va être performant d'un point de vue énergétique. Ça ne veut pas dire que la classe C est d'après le guide officiel et pas d'après la réglementation, réputée comme pouvant répondre à la norme. Thermobax, ouais. Ouais, exactement. Par contre, elle n'est pas nécessairement suffisante. Il faut bien regarder si les 6 ou 7 obligations, si on enlève la fameuse obligation de suivi et d'inspection d'audit, répondent bien au sujet. Typiquement, je ne suis pas sûr que dans la classe C, mais ça sera vérifié parce que la norme elle est épaisse comme ça, on réponde à cette obligation d'analyse et de transmission à l'exploitant des fameuses analyses qui ont pu être faites. N'hésitez pas d'ailleurs, merci Antoine de d'avoir complété. N'hésitez pas à me couper, je vais essayer encore de prendre, je vais très très vite parce on a un peu dépassé le temps et je vois que même si on était 300 tout à l'heure, on n'est plus que 200. Donc j'essaye de répondre à un maximum de questions. Il faut que les travaux de pilotage soient effectués avant la fin de l'année pour bénéficier des C2E. Non, il ne faut pas que les travaux soient faits, il faut que la démarche soit engagée et que le devis soit signé. Si vous faites ça, vous pourrez bénéficier des C2E. Je vois que mes confrères se la tête, ça me rassure un peu. Pour pouvoir justement bénéficier des C2E. Donc, dépêchez-vous de contractualiser, appelez Citron, appelez une société spécialisée sur le sujet. On vous aidera justement à Et surtout bénéficier de la bonification avant la fin de l'année. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que oui, très, très juste. Les C2E, a priori, c'est prévu que ça soit prolongé. Enfin, la fiche 116, TH 116, je crois, elle est prévue pour être prolongée l'année prochaine pour le moment. Mais par contre, la bonification, le coefficient multiplicateur, lui, pour le moment, s'arrête au 31 décembre. Allez, je vais prendre une dernière question. Quelles sont les sanctions réelles en cas de non-respect du décret BACS? C'est bien, c'était le thème du webinaire, effectivement. Donc, je vais revenir dessus. Les fameuses sanctions, elles sont liées à la non-atteinte du décret tertiaire. Si on ne respecte pas le décret BACS, on est incapable de répondre au décret tertiaire. Toutes les personnes assujetties au décret BACS sont assujetties au décret tertiaire. Donc, on va parler tout simplement d'amende. On va parler de name and shame. On va parler de valorisation de l'actif. Et je ne reviendrai pas du coup sur pour pas finir sur une note sanction, sur toutes les notions, sur tous les bénéfices qui peuvent venir, mais ils sont très nombreux. Voilà, sur ce, désolé pour les 56 réponses auxquelles on n'a pas pu répondre, mais on reviendra vers vous pour y répondre à chacune d'entre elles. Vous serez contacté très rapidement et même en priorité pour pouvoir répondre à vos questions. Je profite de cette dernière seconde pour remercier quand même nos partenaires, Paul, Caroline et Antoine de Merci à Wassel, toi. Schneider et Merci de l'invitation. Merci pour Zipper. l'invitation.
Avec plaisir. Et je vous indique aussi que deux webinaires vont suivre. Un le mois prochain sur la transformation de la contrainte liée à l'audit énergétique réglementaire et une en décembre pour revenir sur le décret BAX et pour faire des études de cas et parler des C2E également concernant ce fameux décret BAX. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.